Moi, je crois que Germaine avait une carrière toute tracée, celle d'ethnologue. Elle avait fait ses études à l'Institut d'ethnologie après avoir fréquenté beaucoup d'autres disciplines de sciences humaines. Et son travail de recherche dans les Aurès, qui a duré 6 ans, l'a destinée à préparer un doctorat et probablement une carrière d'enseignante. Donc c'était la trame de sa vie. Ça a été interrompu brutalement et longuement par son engagement dans la résistance et sa captivité. Puis après, par son désir profond de témoigner de tout ce qui s'était passé pendant cette période et de rendre service à ses anciennes camarades de déportation. Donc elle avait changé complètement d'orientation puisqu'elle était passée au CNRS de la sociologie du monde arabo-berbère à celui de l'histoire contemporaine. Donc c'était comme si c'était une rupture sans retour. Et puis, il se trouve que les événements, comme on disait, en Algérie, l'ont ramenée à l'Algérie. Et c'est la connaissance qu'elle avait du pays Chaouia, du pays de l'Aurès, qui a justifié d'abord la mission qu'on lui a confiée et qui lui a permis de comprendre beaucoup mieux que d'autres ce qui était en train de se passer. Donc l'ethnologue a repris le dessus, l'ethnologue du monde méditerranéen, et en réfléchissant, elle s'est rendue compte aussi que l'ethnologie n'avait jamais cessé de la guider, y compris lorsqu'elle était en déportation, et le témoignage de ses camarades est très explicite à ce sujet. L'une d'entre elles dit « Tu nous faisais des cours d'ethnographie, tu nous expliquais les SS, pourquoi ils agissaient comme ça. Et du coup, on n'avait plus peur, on les comprenait. » Donc, à chaque fois, elle a essayé d'utiliser les méthodes qu'elle avait acquises ô combien, à ses dépens aussi, quand elle était dans les Aurès, elle les a utilisées dans les situations extrêmes de la déportation. Et plus tard, elle dira « L'Aurès m'a expliqué Ravensbrück, et Ravensbrück m'a expliqué l'Algérie. » Donc il y a une continuité dans son parcours à travers des engagements extrêmement divers et qui peuvent paraître loin de l'ethnologie, mais la trame, comme un fleuve profond, sa connaissance, ses techniques et ses méthodes d'ethnologue ont irrigué ses engagements et ses analyses. Elle croyait avoir rompu définitivement avec l'Algérie. Et d'ailleurs, elle avait reçu une lettre de son maître et ami, le grand islamologue Louis Massignon, en 1950, je crois, qui lui disait « Je suis à Tamanrasset, je viens de passer la nuit dans le Borge où mon ami Charles de Foucault a été assassiné en laissant une lettre pour moi. Avez-vous abandonné l'Afrique ?» Et ce même Massignon est celui qui, 4 ans plus tard, va la mobiliser pour retourner en Algérie, 8 semaines après le début de ce qu'on appelait les événements, sans penser que c'était le début d'une guerre longue et cruelle. Et donc, il l'a rappelé en lui disant « Il faut absolument que vous alliez dans les Aurès, vous êtes la spécialiste des Aurès, et actuellement on parle de bombardements au napalm sur les populations civiles, allez là-bas, vous saurez ce qui se passe réellement. » Et elle a obtenu cette mission de la part du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était François Mitterrand, et elle est partie avec l'idée de rester 2 mois, le temps de sa mission, puis de revenir à Paris. Donc, retournant dans les Aurès, elle a vu ce qui s'y passait, mais elle a surtout constaté moins des exactions que d'une part le souvenir omniprésent des massacres de Sétif qui avaient été perpétrés 9 ans plus tôt et dont elle n'avait jamais entendu parler, pour la bonne raison qu'elle était encore à Ravensbrück quand ça s'était passé. Mais elle constate surtout un effondrement économique, extrême, qui lui fait inventer et utiliser le mot de clochardisation. Elle est effrayée par cela, mais qu'est-ce qu'elle y peut faire? Bon, elle repart, elle est sur le point de repartir en France, ayant terminé sa mission de 2 mois,
Et elle va saluer à Alger le nouveau gouverneur général, Jacques Soustelle, qui avait pris ses fonctions quelques jours auparavant. Et Soustelle était à la fois un de ses anciens collègues du Musée de l'Homme, dont il avait été le sous-directeur avant-guerre, et un des tout premiers résistants comme elle. Donc deux raisons pour se retrouver, et elle lui raconte ce qu'elle vient de voir. Et lui dit, écoutez, vous avez des idées sur ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Moi, j'ai un un projet de réforme sociale. Est-ce que vous voulez être dans mon cabinet? Et elle accepte immédiatement. Comme tous ces engagements, c'est des engagements sans retour et des engagements immédiats. Donc, au lieu de retourner en France, une fois qu'elle a obtenu l'autorisation de son employeur, le CNRS, elle reste en Algérie et c'est peu à peu que naît en elle, enfin même très rapidement, que naît en elle l'idée de créer un service qu'elle appellera le service des centres sociaux et qui pour moi a été ce qui m'a permis d'entrer en relation avec elle. Bon, l'engagement de Germaine, enfin, je crois qu'il prend sa racine dans un amour profond du peuple algérien. Et ça, elle le dit, hein. J'aime le peuple algérien. Elle n'aimait pas l'idée que véhiculait un certain nombre de révolutions. Elle n'a pas été attachée à l'Algérie comme beaucoup de militants de la cause algérienne pour des raisons idéologiques, mais parce qu'elle avait une profonde estime pour les paysans qu'elle avait côtoyés pendant 6 ans dans les Aurès, et pour tous les jeunes cadres qu'elle avait aussi connus. Donc, elle le dit d'une façon beaucoup plus belle que ce que je ne dis, son amour pour le peuple algérien. Elle est partie en pleine bataille d'Alger dans la Casbah, qui était quasiment une zone interdite, et là, elle s'est trouvée en face d'hommes armés. Bon, elle leur a tendu la main, et puis elle a commencé à parler, et ça a duré 5 heures. Et en fait, celui avec qui elle parlait était le chef de la wilaya d'Alger, le chef de la zone autonome d'Alger, le chef FLN, et c'était l'auteur de tous les attentats qui avaient endeuillé la ville. Et il y a eu un dialogue extraordinaire à ce moment-là entre elle et lui, puisque elle est à la fois, elle le traite d'assassin, et elle lui dit le sang innocent crie vengeance, et en même temps elle se sent en empathie avec ces hommes pourchassés sur un territoire grand comme un jardin par des milliers de soldats, et elle fait le parallèle avec ses camarades de la résistance, qui eux aussi avaient été qualifiés de terroristes. Et le résultat, inattendu, mais vraiment extraordinaire, c'est que lui promet de ne plus toucher à la population civile. Et ça, je crois que c'est uniquement par cette force d'empathie et de conviction que Germaine dégageait. Et il a tenu sa promesse, pas très longtemps, puisqu'il a été arrêté 3 mois plus tard. Germaine s'est positionnée en témoin à décharge, ayant la conviction que cet homme avait tenu sa parole d'arrêter les attentats civils contre les civils, sans contrepartie, puisque la contrepartie de leur marché, c'était que les exécutions capitales s'arrêtent du côté français. Or, elles ne se sont pas arrêtées. Il faut savoir que ce terrorisme urbain à Alger était une réponse aux exécutions qui avaient commencé 1 an plus tôt. Le premier attentat à Alger, c'est le lendemain de la première exécution capitale, en juin 1956. Donc pour elle, pour Germaine, c'est devenu une véritable obsession que d'essayer par tous les moyens de faire cesser, de suspendre les exécutions des condamnés. Et il y en avait plusieurs centaines de condamnés à mort. Alors elle a su certainement être persuasive, parce qu'elle a essayé de s'adresser à tous les responsables politiques, religieux, syndicaux, et en particulier au général de Gaulle, qui, lorsqu'il a repris le pouvoir en 1958, mais lorsqu'il a été désigné comme président de la République et qu'il a pris ses fonctions, la première mesure qu'il a prise en janvier 1959 a été de gracier tous les condamnés à mort. Alors je ne sais, on ne peut pas savoir si c'est l'influence de Germaine qui a été déterminante dans cette
prise de position qui se heurtait à des pressions énormes allant dans l'autre sens. Mais en tout cas, on a des lettres des condamnés à mort de la prison de Barberousse à Alger, lui offrant leurs vœux en disant « on sait tout ce qu'on vous doit ». Ça serait bien qu'elle soit une inspiratrice pour les jeunes générations, pour les valeurs dont on vient de parler, l'engagement, le courage, la bonté, l'intelligence. Et moi, j'ai été toujours frappée, parce que j'ai eu souvent l'occasion de présenter Germaine ou d'assister à des inaugurations, des expositions. Et ce qui ressort, c'est je peux faire quelque chose de ma vie. C'est pas un modèle inaccessible, bien que les vertus dont elle a fait preuve ne soient pas le lot de tout le monde, mais c'est pas quelqu'un qui paraît loin. Je me rappelle d'une petite fille sortant de l'exposition à Marseille et qui disait bah alors c'est vrai maman, on peut faire tout ça dans une vie? Et la maman disait ben oui, tu vois. Et je pense vraiment que beaucoup de gens qui ont lu l'œuvre de Germaine, ou vu une exposition, ou vu une pièce de théâtre sur elle, parce qu'il y a aussi toutes ces formes-là, se disent ben oui, on peut faire quelque chose de sa vie. Et ça, je crois que c'est un encouragement pour toutes les jeunes générations.